si je vous dis que l'intelligence artificielle a permis la lecture d'un papyrus enseveli sous un volcan? Vous ne croyez sans doute pas, et pourtant c'est la prouesse qu'ont réussi 2 étudiants participant à un challenge à $1 million. Ce qui est en train de se jouer dans les semaines à venir là, pourrait bien révolutionner l'archéologie pour toujours. Et je pèse mes mots. Mathieu, tu vas nous raconter l'histoire absolument incroyable de Vesuvius Challenge. Mais juste avant, une petite aparté. Suite à notre enquête sur les SMS d'arnaque, vous avez été beaucoup à nous dire que vous ou un proche s'était fait avoir. Et c'est un fait, ces arnaques se professionnalisent et ne sont pas prêtes de s'arrêter. Et le partenaire du jour devrait fortement vous intéresser. Ça s'appelle France Vérif. C'est une initiative soutenue par l'État pour contrer ces vagues d'arnaques qui pullulent. Si vous ne savez pas par où commencer, avec le lien dans la description, vous pouvez faire un scan. En quelques instants, vous allez savoir si vous avez des mots de passe compromis ou des infos personnelles qui ont leaké sur le dark web. Vous serez guidé étape par étape pour savoir quelles mesures prendre si votre compte Le Bon Coin ou bancaire est en danger. Et si vous êtes convaincu, vous pouvez avoir la protection 7 jours sur 7 pour 5 personnes avec un abonnement à 133 € l'année. Sauf si vous regardez cette vidéo dans pas longtemps, auquel cas vous aurez 70% de réduction avec le code underscore. C'est juste pour le lancement, le lien est dans la description. Exactement. Et pour vous raconter cette histoire, il faut faire un saut dans le passé, mais vraiment dans le passé, en l'an 79, avec l'éruption du Vésuve, donc ce volcan qui est à côté de Naples, en Italie, et qui ensevelit par 20 mètres de boue chaude et de cendres, notamment Pompéi, et une autre ville juste à côté, Herculanum. Et à Herculanum se trouve une immense villa ayant appartenu au beau-père de Jules César. Et à l'intérieur de cette villa, il y a une grande bibliothèque de papyrus. Évidemment, ça en fait des rouleaux complètement carbonisés par la chaleur des débris volcaniques, mais ils sont en fait plutôt bien préservés. Globalement, les papyrus, quand ils sont à l'air, ils se décomposent. Alors que pendant ce temps, dans cette villa des papyrus, comme on l'appelle, donc cette maison ayant appartenu au beau-père de Jules César, la bibliothèque de cette villa attend sous terre intacte. Paradoxalement, en fait, cette éruption a préservé une bibliothèque de l'air libre, et donc, du coup, cette bibliothèque est intacte sous la terre. Ça, c'est en l'an 79. Gros saut dans le temps, en 1750, cette histoire continue. En creusant un puits, rien à voir, mais un agriculteur italien découvre une dalle de marbre. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ça entraîne des fouilles archéologiques, et on y découvre des statues, des fresques, bref, on y découvre la villa du beau-père de Jules César et des centaines de papyrus, tous carbonisés. C'est une découverte absolument incroyable parce que si on parvient à restaurer ces papyrus, on double notre connaissance qu'on a de l'Antiquité. Les archives qu'on a actuellement de l'Antiquité, si on parvient à lire les papyrus qui ont été découverts en 1750 grâce à cet agriculteur, ça fait x2 sur la connaissance de l'Antiquité. Donc c'est absolument incroyable. Mais voilà, ils sont extrêmement fragiles. Les peu qui essayent de les dérouler, ça finit en poussière, lambeau, pour quasiment tout, en lambeaux, en poussière, enfin on peut plus rien en faire. Il y en a quelques-uns qui sont détruits à cause de ça. Il y a quand même un moine qui en sauve quelques-uns et qui arrive à lire des textes philosophiques écrits en grec de l'époque. Mais c'est vraiment très très peu de papyrus. Parce que là, ça s'est déroulé. Ça, ouais, ça c'est déroulé, c'est des fragments en fait de papyrus. Ça ressemble un peu à une écorce. Et sur certains fragments, on va pouvoir y distinguer des lettres. Souvent en grec, mais certains historiens disent qu'il peut aussi y avoir du latin. Et donc, ça fait qu'il y a plus de 600 papyrus qui n'ont jamais été ouverts et qui sont absolument illisibles parce que on peut rien en faire. Imagine, t'es un chercheur, t'as sous la main la connaissance, l'équivalent de toute la connaissance de l'Antiquité. Genre, tu peux révolutionner ton domaine, quoi. Et on pourrait découvrir des trucs de fou. Genre qu'ils ont vu des aliens, tu vois, ou je sais pas moi. Exactement. Tout ça est caché dans ce trésor que tu peux pas dérouler, c'est horrible. Et pour avoir lu quelques interviews d'historiens, ils sont premier degré deg. Enfin, ils attendent que le fait qu'on puisse potentiellement les lire. Et ce qui est fou, c'est que là, il y en a 600 qui ont été déterrés, mais en fait, les fouilles, elles se sont un peu arrêtées en chemin. Parce que qu'est-ce que tu veux faire de papyrus complètement carbonisés? Il y a des historiens qui disent qu'ils n'ont pas complètement fini les fouilles en 1750. Et qu'il y en aurait d'autres, si on fouille encore dans la zone, il y en aurait encore potentiellement des milliers d'autres. Ce qui en fait cette villa des papyrus, aujourd'hui, la seule bibliothèque entre guillemets intacte de l'Antiquité gréco-romaine. Donc, en fait, le défi qui se crée à partir de là, c'est de parvenir à lire ces papyrus, mais sans les ouvrir. Ou en tout cas, sans les ouvrir physiquement. Parce que sinon, on les détruit.
Nouveau saut dans le futur, dans le présent. Nouveau saut en 2015, où en fait il y a une sacrée avancée. C'est le professeur Brent Seal de l'université du Kentucky et son équipe. Ils parviennent à lire un rouleau carbonisé, alors pas de l'éruption du Vésuve et de Pompéi, mais qui a été découvert dans un autre endroit à côté de la région de la mer Morte en Israël. C'est un papyrus de d'Aïn Gedi pour les historiens connaisseurs. Et c'est la première fois que grâce à des scans, en fait, ils arrivent à lire un rouleau de papyrus carbonisé. La première fois qu'on a pu lire un papyrus carbonisé. Mais ils ont fait comment ? En fait, ils l'ouvrent, mais virtuellement. C'est-à-dire que tu le scannes grâce à la tomographie par rayon X, donc ils appellent ça en anglais le 3D CT scan, aussi par des techniques de vision par ordinateur, évidemment. Et en fait, ils arrivent à dérouler virtuellement le papyrus. Donc ce que vous avez vu, c'est un peu le papyrus déroulé. Mais qui n'a pas été déroulé dans la vraie vie. Mais qui n'a pas été déroulé. Il est déroulé que sur l'ordinateur. Dans la vie, il est complètement... ok. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'il arrive et ils lisent un texte du Lévitique gontier. Le Lévitique, c'est le 3e des 5 livres de la Torah. Je ne savais guère. Je vous aurais appris quelque chose. Mais en tout cas, c'est la première fois. Ça faisait des années que des équipes bossaient sur parvenir à un scan d'un papyrus carbonisé. C'est la première fois que ça arrive et ça a ouvert la voie, évidemment, à plein d'autres. Donc ça, c'est un papyrus qui se fait scanner, par exemple. Il y a des images absolument incroyables. Donc là, vous vous dites, bon, c'est game. Juste ça, c'est... À mon avis, là, on croit que là, c'est bon, que c'est gagné. Moi, je suis désolé, c'est bon, là. Là, on peut lire les 600 papyrus qu'on n'a jamais lus. Ben non, Mathieu. En fait, non. Voilà. Parce que ça, c'était écrit avec une encre de métal, si j'ai bien compris. Et donc, ça se voit bien au rayon X. Problème, nos papyrus de la Villa des Papyrus, ils sont faits avec une encre de carbone. Ça ne provoque absolument aucun contraste au rayon X, à la technologie qui est utilisée pour scanner les papyrus. Et ça ne marche pas. Ce qui nous emmène en 2019. Là, on commence à se rapprocher de notre ère. Le professeur Seals, toujours lui, dans son université du Kentucky, a une nouvelle idée. C'est utiliser la lumière infrarouge pour lire certains fragments détachés du papyrus. Donc, au lieu d'essayer de scanner les papyrus de la Villa des Papyrus, ils ont récupéré des fragments, on en a vu, ce qui ressemblait un peu à des écorces, avec des lettres dessus qu'on arrive directement à lire, pour le coup. Et ils se disent, OK, on peut scanner ces fragments, et en faisant de l'apprentissage automatique, en faisant du machine learning, on va peut-être pouvoir détecter des encres qui nous paraissent actuellement invisibles sur les papyrus qu'on cherche à lire. Et c'est ce qu'il fait. Il utilise un accélérateur de particules, mais en version miniature, pour obtenir des rayons X de très haute résolution et de très haute énergie. Donc là, il est devant. C'est pour ça que j'ai pas trop... Ça, ils appellent ça un accélérateur de particules. Ça, honnêtement, il y a des papiers scientifiques qui en parlent, mais ils appellent ça un accélérateur à particules. J'ai pas tout bien saisi l'exactitude de ce qu'il faut en termes de physique pour pouvoir ça scanner. A l'air pointu. Mais en fait, c'est toujours de la tomographie par rayon X, sauf qu'en fait, faut la comprendre que ultra c'est haute définition. C'est ultra haute définition avec 15 000 fois plus de précision. Ces chiffres ne sont pas à prendre au pied de la lettre, évidemment. Mais même si c'est du carbone au final. Attends, j'y viens. On ne sait pas. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas réussi. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas réussi. Mais en tout cas, ils se disent, si on augmente la résolution et qu'on compare avec des petits fragments, peut-être qu'on arrivera à faire une IA qui permet de lire ces papyrus. Et donc là, ça leur permet, par exemple, d'avoir une résolution de 3 à 8 micromètres. Quand même. Très petit, c'est un bon scan, quoi. Et donc, du coup, ils scannent 2 roulants entiers, qui appartenaient à l'Institut de France, d'ailleurs, qui étaient stockés en France, et plusieurs fragments. Ça, c'est un scan 3D d'un papyrus. Ok. Voilà. C'est un scan 3D. Oui, en plissant les yeux, on arrive à lire pas du tout. Pas du tout. Non. Et on arrive enfin à la dernière étape, qui va arriver sur notre histoire qui est encore plus fabuleuse et qui se passe cette année, en 2023. Brent Seals et son équipe parviennent à reconnaître de l'encre dans ces papyrus, sauf qu'ils n'avaient jamais prouvé encore que ces papyrus carbonisés, ils avaient détecté de l'encre. Grâce au modèle qu'ils ont fait de machine learning, et ils ont pu comparer avec des lettres existantes, ils ont la certitude qu'on peut dérouler virtuellement ces papyrus et qu'il y a de l'encre. Mais, à l'heure actuelle des choses, ils n'ont toujours absolument lu aucune lettre et aucun mot sur un papyrus de la Villa des Papyrus. Qu'est-ce que l'IA, dans cette histoire, a permis de débloquer exactement ? Alors, pour l'instant, à ce stade de l'histoire, pas grand-chose, mais ce qui a vraiment permis ça, c'est l'évolution de scan 3D, donc la spécialité notamment du labo de Brent Seals. Et ils ont perfectionné leur modèle de scan, ils ont réussi à avoir des scans trop bien, et il a une idée, c'est de scanner aussi, en plus des papyrus, des petits fragments.
et de se dire ok, on est capable de faire du machine learning en 2023. Bon, je vais créer un petit modèle et essayer de trouver des traces de ces fragments dans les 2 papyrus que j'ai scannés grâce à ma technologie de scanner absolument incroyable de 3D CT scan. Ah oui, ok. Donc il a fait un genre de modèle d'IA préliminaire. Voilà, exactement. Qui sert juste à prouver que, en théorie, il devrait y avoir du texte. En théorie, il y a de l'encre. C'est même pas il y a du texte, c'est il y a de l'encre. Ok. Là, actuellement, on en est à ce stade-là. Et c'est là qu'entre un nouveau protagoniste. Pour l'instant, il y avait principalement le directeur du labo. Il s'appelle Nat Friedman. C'est un développeur et un investisseur assez influent dans le monde de la tech. Il a été notamment CEO de GitHub juste après le rachat par Microsoft de 2018 à 2021. Et puis, il a fondé plusieurs boîtes tech. Voilà, il a travaillé pour Microsoft. Enfin, c'est quelqu'un sur Twitter qui est assez suivi et qui parle d'IA. Je sais qu'il a notamment investi dans Eleven Labs, par exemple. Enfin, ça, c'est devenu un peu un fonds d'investissement à lui tout seul. Et il voit ça. Il est en contact du coup avec Brent Seals et il se dit, je vais organiser un challenge pour faire avancer cette histoire beaucoup plus vite que si vous continuez votre petit labo là à essayer de lire vos papyrus. Et donc, il crée The Vesuvius Challenge pour accélérer les recherches et à faire appel à toute la communauté de l'IA, friand de challenge et voilà, et de trouver des résultats incroyables. À la clé, $1 million de récompenses réparties en plusieurs catégories, notamment apportées par Nat Friedman, mais il y a aussi d'autres investisseurs qui stylé, la pub est trop bien. Ouais. Et le site, genre t'as vraiment envie de participer quand tu lis le site. Et tout est super bien expliqué. Honnêtement, si vous voulez creuser, vous pouvez aller lire tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire du coup exactement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils fournissent toutes les données que Brent Seals il avait de son côté. Et il y a 2 objectifs. Premier challenge, déchiffrer 10 lettres sur un des 2 papyrus dans une zone de 4 cm². Ok. Et ça, je crois qu'il y a $50 000 à la clé, ou quelque chose comme ça. Deuxième, et ça c'est le gros challenge, et vous allez voir que je vous le dis pas tout de suite, c'est pour gagner $700 000, il faut déchiffrer 4 paragraphes de 144 lettres, donc ça fait 560 lettres en tout, pareil dans les 2 papyrus scannés. On rappelle à ce moment-là, quand on lance le challenge, absolument aucune lettre n'a pu être lue dans un de ces 2 papyrus qu'ils ont scannés par l'équipe de Brent Seals. On dirait que c'est pas beaucoup, genre quelques paragraphes. Tu nous as parlé de genre de centaines de parchemins, un truc comme ça. Là, c'est juste quelques paragraphes pour gagner 700 000 balles. Mais c'est si tu y arrives En fait, c'est le déjà POC. à détecter une lettre, Ouais. en fait derrière tu te fais un modèle d'IA et tu les as En tous. fait, lui, il voulait un POC qui pouvait Bien sûr. répliquer sur Donc, toute la data, quoi. Ok, donc c'est la preuve en fait que ça marche. Ouais. Ben, Et après- pour l'instant, on sait pas. C'est Ouais, est-ce que vous allez y arriver quoi? Voilà, réussir quelques paragraphes, en gros, ça veut dire qu'après c'est bon quoi. Est-ce que tu veux que je te montre que c'est compliqué? Oui. Regardez cette image. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ça, c'est le résultat d'un scan ultra haute C'est définition. un scan dans un endroit du papyrus. Est-ce que vous voyez quelque chose? Il y a une genre de forme qui ressemble à un S vite fait là. Je sais pas si vous voyez dans un petit S là. Là, de cette image, si tu voulais voir une lettre d'un papyrus, il fallait voir ça. D'accord, oui. Bah Voilà. C'est pour vous dire que on est quand même sur des niveaux. Ça, c'est du carbone. Hein. Vraiment, c'est du truc carbonisé qui a été scanné en 3D quoi. Ah, il fallait dézoomer. Nous, on était en train de chercher un paragraphe, non? Mais c'est juste, tu n'as jamais pu le voir. Ouais. Globalement, ça, c'est un des premiers gars qui a travaillé dessus. Et c'est d'ailleurs la première preuve directe de la présence d'encre dans un parchemin grâce à ce challenge. Ok. Ok. C'est quelqu'un qui l'a apporté. C'est quelqu'un comme vous et moi qui a participé au challenge, qui s'appelle Kazay Anmer et qui a gagné $10 000 pour cette découverte. Et surtout, en fait, tout le travail qu'il a accompli, parce que tout ça, le but, c'est que tout le monde met tout open source et chacun peut réutiliser le travail des uns et des autres. Bah oui. Ok. Si vous voulez en savoir Malin. plus à la fin, c'est super malin. Mais tu vas voir que tout est incroyable dans cette histoire. Si vous voulez en savoir plus, honnêtement, il a fait un billet de blog. Mais alors, c'est technique as fuck. Hein. Mais si vous êtes à Ça fond, veut dire qu'il mérite ses 10 000 balles. il mérite tellement ces 10 000 balles. Le travail qu'il a fait, ce mec, est absolument incroyable. Mais ça n'était pas exactement le challenge demandé. C'était d'avoir 10 lettres sur 4 cm². Il y a quelques semaines, le 12 octobre dernier, nous avons eu un grand gagnant annoncé pour ce premier challenge. C'est Nat Friedman qui l'a annoncé dans un tweet. Et le gagnant, c'est Luc Faritor, étudiant de 21 ans en stage chez SpaceX, qui empoche $40 000 pour avoir déchiffré ce premier mot que vous voyez à l'écran. C'est le mot pourpre. Voilà. Il a gagné $40 000 pour avoir Ça nous avance bien. sur un moi aussi, papyrus je peux le faire. absolument carbonisé. Ah non, mais du coup, par contre, l'image qu'il y avait, on les voyait à peu près les lettres. Alors ça, c'est parce que du coup, Après processing. c'est après et même après vérification par des papyrusologues, je crois qu'on dit, enfin des gens qui s'y Oui, connaissent. c'est une image qui est en fait, retouchée, si tu veux. tu soumets ta proposition, Ouais. c'est traité. Mais on
Potentiellement, tu vas voir des images où c'est pas traité. Ça, c'est vraiment, on a vu le mot pourpre. Et les historiens étaient là en mode, c'est très étrange qu'on ait le mot pourpre parce que c'est pas un mot qui est fréquent à l'époque de trouver ce mot. Donc ils se sont emballés très vite. Peu de temps après ce premier vainqueur, il y a eu un second candidat qui a découvert, avec une autre technique, et un peu dans la même zone du papyrus d'ailleurs, 2 autres mots. Donc c'est les mots réalisés et similaires. Bon, ça, on s'en fout un peu, mais ça, c'est l'image la plus claire qu'on ait d'un papyrus. Et donc pour ça, il a gagné $10,000 également, parce que en gros, c'est le deuxième gagnant de ce prix, le First Letters Papyrus. Parce qu'il a fait une belle image, quoi. Il a 2 mots supplémentaires, c'est pas les mêmes, et il a une image beaucoup plus claire que celle de Lucas. J'ai une autre question, mais je sais pas si tu pourras répondre. En fait, à chaque fois, ce qu'on voit, le rouleau, donc j'imagine qu'il est enroulé. Ouais. On voit que la feuille extérieure. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils arrivent à vraiment aplatir. Ils arrivent à dérouler virtuellement le papyrus. Quand tu y penses, ça veut dire que, mettons, t'as ton rayon là qui vient faire sa mesure. Tu vois plusieurs couches, quoi. Tu traverses peut-être 1000 couches de papier, en fait. Ouais. Si j'ai bien compris, c'est via des procédés d'image multispectrale. Ils jouent en fait sur les longueurs d'onde. Ça, c'est de la physique pure et dure pour le coup. Mais il y a un papier de recherche qui en parle très bien. Mais globalement, c'est via des techniques comme ça. Ok. Ce deuxième gagnant, donc, qui a réussi à avoir l'image la plus claire, il s'appelle Youssef Nader. Il a 27 ans. Il est égyptien. Il est en thèse en machine learning à l'université de Berlin. Et il m'a accordé quelques minutes de son temps. J'ai pu lui poser quelques questions. Ouais, ça, franchement, c'est cool. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il est tombé dessus sur Kaggle, un site qui permet de faire des challenges de machine learning et de data science. Au début, il se dit qu'il a pas trop de temps, puis voilà, il laisse dans un coin et puis il y revient. À l'été, il commence à poncer le truc, à voir ce que les autres ont fait, donc notamment le monsieur qui a trouvé la lettre, là, la lettre bizarre qui ressemble à un N. Et donc en fait, il y va à fond, il commence à mettre en place un apprentissage pour pouvoir lire des papyrus. Okay, are these 2 images the same or not? Stuff like that. And this helped the model a little bit adapt to the different types of images, but it was still not enough. Then around maybe start of September, I started to see a small number of letters that is showing up very faintly. So I took these few letters, I decided to create a ground truth on top of it and say, okay, this is actually letters. I was not entirely sure if these are letters or not, but I thought it couldn't harm the model. It already thinks they're letters to just make it more confident. And I give the model this output and I said, okay, these are letters, try to find other similar letters. And this picked up really well. And the model was able to see a lot more letters and the segment sort of lit up. And eventually the model was able to see letters on segments it hadn't seen before. And yeah, from there, I got to the 10 letters by doing this repetitively. So j'ai pas tout compris. Je n'ai pas tout compris, mais je t'ai vu acquiescer. Ouais. Est-ce que tu veux peut-être nous expliquer ce qu'il a dit? Moi, ce que j'ai compris, c'est que en fait, il a fait une espèce de feedback loop positive. À chaque fois que le modèle détectait ce qui semblait être, apparemment, c'était incertain au début des lettres, il les labellisait et puis il les remettait dans le training set en disant, on va augmenter la confiance du modèle sur le fait que ce soit une lettre. Et en fait, il l'a refait plusieurs fois. Normalement, c'est pas forcément une très bonne façon de faire les choses parce que parfois, tu peux confirmer une erreur. Mais là, comme il s'est dit qu'il avait pas beaucoup de datasets d'entraînement et que c'était un challenge, il s'est dit, la petite intuition que le modèle a, je vais l'amplifier à mort, même si c'est une erreur, au risque que ce soit une erreur qui l'amplifie. En fait, au final, il a quand même trouvé des lettres comme ça, donc c'est assez cool, quoi. Il a parié que ça partait dans la bonne direction. Ça partait dans la bonne direction, et à chaque fois, il a dit qu'il a fait plusieurs itérations comme ça d'entraînement, où à chaque fois, il relabellisait les nouvelles lettres que le modèle détectait, et après, il le réentraînait là-dessus. Et en fait, il a commencé par un pré-entraînement auto-supervisé, et après, il étiquetait, il labellisait un petit peu les données qu'il avait en faisant des paris. Il enrichissait, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il enrichissait le dataset d'entraînement avec ce qui avait été trouvé précédemment, au risque d'induire le modèle en erreur, mais c'est pas ce qui a été le cas, du coup, c'est très cool. Et ce qui est très cool, c'est que par rapport au premier qui a gagné les $40,000, lui, c'était un peu plus, je vais pas rentrer dans le détail, mais à la mano. C'est vraiment un peu comme s'il cherchait les lettres. Il a eu plus un coup de bol, peut-être. Le premier. En vrai, c'est vrai que je l'ai pas pu l'interroger exactement. Mais en tout cas, c'est un peu plus de la computer vision que de l'apprentissage. Et donc, c'est plus dur à répliquer. Exactement. En tout cas, moi, de ma compréhension du problème, je parierais potentiellement plus sur Youssef que sur Lucas pour la suite. On voit 4 colonnes distinctes. Oh. Ça, c'est une image de Youssef qu'on vient de voir en interview. Wow. C'est une nouvelle image de Youssef. Il y a du progrès là. Il y a du progrès de fou. On rappelle qu'on est sur un papyrus calciné quand même. Donc c'est fou d'avoir ce genre d'image. Moi, ça m'impressionne. Dingue. Voilà, on rappelle qu'on est sur ça. Une serpillière. Ça, c'est le même papyrus roulé. Et la photo qu'on a vue juste avant, c'était l'analyse. Je sais pas si c'est les mêmes. Non, je sais pas, on va dire que. Mais c'est un des papyrus. Okay. Et du coup, il y avait des colonnes.
il y avait Depuis le début. Depuis le début, il y avait des colonnes, ce qu'on ne savait pas. Ça, c'est ce que Youssef a réussi à envoyer à l'équipe. Donc, c'est la dernière image qu'on a, en tout cas, publiquement. Et du coup, à votre avis, est-ce qu'il essaye de poursuivre pour gagner les 700 000 balles? Bah oui, J'imagine. Bon, je lui ai il demandé. est si prêt. Je lui ai demandé. Yeah, for sure. It was really hard to quit when I couldn't see letters, and now that I see a lot of letters, it's really hard to quit. Et si vous avez aimé cette chronique de Mathieu, je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo sur pourquoi la mafia achète ses téléphones pour 5 000 $. Il se peut qu'il cache en réalité des outils très sophistiqués pour pirater des bagnoles. Je vous laisse voir ça dans cette vidéo.